Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 12 de Histoire en série où aujourd'hui nous recevons Itai Lotem. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes lectureur donc à l'université de Westminster à Londres, vous travaillez dans les French Studies, vous avez soutenu une thèse de doctorat en 2016 à la Queen Mary University of London. Vos recherches portent sur la mémoire coloniale en France et en Grande-Bretagne et vous travaillez spécifiquement les questions de race, de racialisation, mais aussi le rôle de l'activisme dans les politisations de la mémoire dans les deux contextes nationaux, donc français et anglais. Votre livre The Sins of Silence, The Memory of Colonialism in Britain and France Between the 60s and the Present Day va sortir chez Palgrave Macmillan en 2021. Vous avez rédigé de nombreux articles académiques, beaucoup dans des journaux anglophones, puisque vous travaillez donc à Londres, mais aussi, et vous, c'est à ce titre que je vous ai invité pour présenter la série Years and Years, vous écrivez de nombreux commentaires politiques sur le Huffington Post et sur le New Statesman, dont vous connaissez très bien le contexte politique anglo-saxon. Oui, mais aussi en travaillant sur les questions de mémoire, en fait on connaît aussi très bien le contexte politique parce que même les notions de mémoire, mémoire coloniale ou mémoire quoi qu'il soit, ce sont aussi des notions qui portent sur la perception d'aujourd'hui et de la politique d'aujourd'hui. Donc c'est aussi à travers de cela que je trouve cette série très intéressante en fait. Parce que c'est une série qui parle de l'avenir proche, de l'avenir, comment est-ce qu'on projette une idée de l'histoire dans l'avenir et comment est-ce qu'on peut se rappeler ou se souvenir d'événements historiques. Alors en fait, quel est le rôle d'événements porteurs, d'événements historiques et comment est-ce qu'on peut vraiment penser de l'avenir. Donc du coup, la série, c'est une série de 6 épisodes. Qui a été diffusée d'abord sur BBC, c'était une production de BBC et de Netflix, et après je crois qu'en France elle a été diffusée sur Canal+. Mais bon, ce sont 6 épisodes d'une heure chaque épisode, qui suit en fait le développement d'une histoire de la famille Lyons, qui habite à Manchester, alors en fait au début entre Manchester et Londres, et de l'autre côté, il y a aussi l'émergence d'une politicienne, Vivian Brooke, qui est jouée par Emma Thompson, et du coup, ce qu'on voit, c'est le développement de l'histoire entre le temps présent, 2019, jusqu'en 2032. Et ça, c'est le moment où cette histoire se termine, plus ou moins. Donc du coup, on a tout un développement d'événements d'une famille de 4 caractères, mais aussi en même temps, on voit l'événementail politique, on voit aussi on voit l'influence de la politique nationale sur une famille, sur la vie d'une famille. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de regarder ça. Oui, c'est une série qui a eu une assez grosse production, puisqu'aux États-Unis elle est diffusée sur la chaîne spécialiste des séries, HBO. Donc c'est quelque chose qui a quand même marqué un petit peu, en tout cas par la volonté de montrer quelque chose sur ce système politique britannique des années 2010. Alors on peut effectivement, vous l'avez dit, c'est une série dystopique puisque elle va présenter un certain futur, mais en quoi est-ce que vous avez commencé à l'évoquer? On peut pas dire tout à fait que c'est une série historique, mais il y a un rapport quand même assez important à l'histoire. Oui, alors en fait, je suis là en tant qu'historien, mais vu que c'est une série qui se projette dans l'avenir proche, ce n'est pas une série historique en soi, c'est plutôt une série qu'on peut
caractérisée comme une série de science-fiction. Et série de science-fiction qui regarde un peu l'avenir, mais qui aussi essaie de projeter un avenir à partir des angoisses d'aujourd'hui. Parce que si on regarde la plupart de concepts de science-fiction, ce sont normalement des idées qui portent sur un point très, très spécial des angoisses d'aujourd'hui. Alors même si on regarde des productions de science-fiction assez récentes, alors si on regarde Blade Runner par exemple, le dernier Blade Runner, c'est porté sur ces idées des angoisses de la guerre froide des années 80. Même la science-fiction de Handmaid's Tale, ce sont aussi ces angoisses de ce qui se passe dans un État qui devient un État dirigé par la droite. Et ici aussi, ce sont des angoisses surtout 2016. Alors 2016, cette année horrible, cette année de Brexit et de Trump. Et après, en plus, les angoisses de ce qu'on peut appeler l'accélération de l'histoire, dans laquelle, surtout dans les médias plutôt de gauche britannique, on parle de cette idée de la montée du populisme, mais aussi de l'histoire qui ne lâche pas. Donc, c'est une série qui essaie de poser la question, comment est-ce que cette histoire, cette accélération de l'histoire, dans laquelle on voit qu'il y a des événements de plus en plus difficiles, comment est-ce que ça peut créer un avenir très incertain? Donc du coup, pour un historien, ce qui est assez intéressant, c'est essayer de penser qu'est-ce qui est important dans une histoire racontée. Le moment qu'on raconte une histoire, le moment qu'on même raconte l'histoire, l'histoire, comment est-ce qu'on choisit les événements porteurs? Quelles sont les croisées importantes et comment est-ce qu'on décide quelles sont les causalités de l'histoire? Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette série, on voit une sorte de choix de raconter une histoire qui n'a pas encore été faite. Et donc, par exemple, oui, donc effectivement, ce qui est intéressant par rapport à ça, quand on travaille en historien, vous commencez à l'évoquer, c'est de choisir un petit peu quels sont les événements importants du passé et de savoir comment on se raccroche à ces événements pour construire le futur. Je crois que c'est un peu dans ce sens-là que la narration de cette série a été écrite. Oui, donc ce qu'on voit aussi dans cette narration de l'histoire, c'est aussi la volonté de créer un monde qui est compréhensible par le spectateur. Donc du coup, que le spectateur comprenne aussi la causalité des choses, comment est-ce qu'on est arrivé à une certaine situation, mais aussi ce que cette série fait, c'est créer une sorte d'ambiance d'une histoire qui va très rapidement, des événements qui n'arrêtent pas d'arriver et aussi qui n'arrêtent pas d'influencer les uns les autres. Donc, du coup, ça se fait d'un côté par un montage très violent, aussi par une musique très violente, par aussi un rythme très, très rapide. Mais de l'autre côté, et du coup, ce rythme ou ce montage est utilisé par des scènes d'informations, de nouvelles qui racontent ce qui se passe dans le monde, mais aussi assez rapidement. Donc du coup, c'est comme ça qu'on apprend dès le début, le premier épisode, que Trump, par exemple, a gagné une deuxième élection, que Poutine est devenu président pour lui, mais aussi que, par exemple, il y a les désastres naturels n'arrêtent pas de venir, qu'il y a plus d'insectes, qu'il y a des problèmes de santé, et du coup on crée une sorte une avalanche d'informations, de nouvelles, une sorte de nouvelles qui n'arrêtent pas de créer une sens de peur et d'angoisse dans la politique.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi, quand on regarde ça, et si on met en perspective par rapport à l'historiographie actuelle, c'est la notion d'Uchronie que l'on peut, vous avez commencé à l'évoquer, entrevoir dans la série avec Trump qui gagne une deuxième élection, Poutine président à vie. On a cette idée-là, avec des productions historiques actuelles. Et par exemple, je renvoie les auditeurs au livre qui est sorti « Et si les Allemands avaient gagné la Marne en 1914 ». Donc on a plein de choses comme ça qui se font en ce moment dans la recherche historique, et cette série reprend un petit peu cette idée-là. Oui, cette série, en fait, cette série reprend beaucoup de ces idées de ce qu'on peut appeler une histoire en contresens. Alors si par exemple on regarde la production de Amazon, The Man in the High Council, c'est exactement la même idée. Alors qu'est-ce qui serait passé si les Allemands avaient gagné la guerre? Et dans ce cas-là, ce qu'ils font, c'est essayer de trouver les événements clés, les croisées importantes de l'histoire, et aussi essayer de penser quels seraient les résultats de cela. Mais ici, ce qu'on a, c'est on doit choisir, dans Years and Years, on doit choisir exactement les mêmes idées, on doit choisir les mêmes croisées historiques, et en fait se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire si, par exemple, Trump regagne les élections? Donc un des événements clés qui après influence toute l'histoire mondiale de cette série, c'est ce qui se passe à la fin de la première épisode de Years and Years, dans laquelle en fait Trump, juste avant la fin de son deuxième mandat, lance une attaque contre une île chinoise pour juste 4 jours avant la fin de son mandat. Donc déjà l'idée de qu'est-ce qui peut se produire avec cet homme, et comment est-ce que cette attaque nucléaire en Chine peut aussi avoir un impact en Angleterre, donc à Manchester. Donc cette dernière scène de la première épisode dans laquelle la famille Lyons se trouve chez la grand-mère, donc c'est déjà l'idée qu'on suit ces 4 caractères, ces 4 personnages de la famille Lyons, leurs 4 frères et sœurs, et leur grand-mère. La grand-mère, en fait, il commence à l'âge de 90 ans, à la fin il est toujours vivante, on ne sait pas vraiment s'il arrive à l'âge de 100 ans, 105, c'est un peu impossible de savoir. Mais du coup, cette scène dans le salon, dans la cuisine, je crois, de la grand-mère, dans laquelle tout le monde voit qu'il y a eu une attaque nucléaire en Chine, lancée par les Américains, mais en fait, ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une guerre en Angleterre? Est-ce que oui? Est-ce que non? Après, le deuxième épisode, on voit que non, en fait, leur vie continue normalement. Et c'est aussi ça qui reste un des piliers de cette série, le fait que même si l'histoire n'arrête pas d'accélérer, l'histoire n'arrête pas d'apporter encore des événements, encore des difficultés politiques, ce qui se passe dans la vie de cette famille reste relativement protégé, pas toujours, mais très souvent ça reste protégé de ces développements historiques. Alors, vous évoquiez à l'instant la famille Lyons qui se situe à Manchester. J'aurais aimé revenir sur le choix de la localisation dans cette ville qui est particulière, puisque c'est une ville importante au niveau du peuple, en tout cas au Royaume-Uni. Oui, alors pour un peu reprendre aussi l'histoire de la série, aussi la localisation, aussi peut-être les bases de cette série, en fait, une idée principale dans la création de cette famille Lyons, c'est que c'est une famille représentative. Donc on a quatre frères et sœurs. On a Edith qui est une sorte de ce qu'on appelle en anglais social justice warrior. C'est une activiste qui essaie
qui part un peu dans le monde. Après, on a le frère Steven, qui est un banquier, qui, lui, en fait, au début de la série, il est à Londres, comme un bon banquier. Il est aussi marié avec une femme londonienne. On a le frère Daniel, qui travaille pour la mairie. Et après, on a encore la sœur Rosie. Et le truc, c'est que ces 4 frères et sœurs doivent représenter la société britannique comme un peu comme c'est une coupe de la société. Et du coup, on essaie d'éviter de les mettre à Londres, par exemple. Et Manchester, à part le fait que ce soit vraiment la ville du créateur de la série, Russell Davies, alors aussi d'autres séries qu'il a faites, comme par exemple Queer as Folk, sont aussi basées dans cette ville. Mais à part ça, Manchester, c'est un peu la ville moyenne anglaise, c'est dans le nord, donc du coup c'est très facile de trouver aussi des références à la classe ouvrière anglaise. Manchester est considérée comme la ville, un peu la ville qui peut être la ville moyenne anglaise, dans laquelle il n'y a pas des spécificités. Comme dans toutes les villes, il y a toujours des spécificités, mais ce ne sont pas des spécificités qui sont trop poussées vers le sud, vers le caractère très spécial de Londres. Donc du coup, le fait que ce soit à Manchester, le choix n'est pas anodin du tout, et ça crée une sorte de représentativité. Donc oui, alors l'importance aussi de Manchester aussi par rapport à la politicienne Vivienne Rock, qui représente aussi la montée du populisme, et aussi le fait d'avoir choisi un caractère qui est aussi un caractère qui vient aussi avec une identité très locale. Alors Vivienne Rock représente une sorte de politicienne qui parle avec un accent très local, qui essaie de représenter une sorte de classe ouvrière, qui essaie aussi de représenter ce qu'on appelle le straight talking. Alors, qui parle directement au peuple, qui utilise aussi la langue du peuple, et du coup, ou soi-disant du peuple, et du coup aussi toute cette, la construction du caractère de Vivienne Rock est aussi basée sur des stéréotypes qu'on aura sur des villes du Nord comme Manchester. Donc du coup, si on regarde vraiment le rôle de cette ville, c'est aussi pour donner une sorte de représentativité, de parler aussi de la société britannique et de la société britannique sur tous ces niveaux. Oui, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, ce qui est très intéressant dans cette mini-série de 6 épisodes, c'est qu'on a vraiment une impression, en tout cas voulue par les showrunners, d'accélération de l'histoire, aussi bien, j'allais dire, sur le fond, hein, on va l'évoquer au fur et à mesure, vous l'avez dit, hein, Trump, Poutine, le populisme, que sur la forme, avec la musique, les transitions assez vives de la série. Si on parle déjà d'une sorte d'accélération de l'histoire, alors je crois qu'il faut déjà reprendre ça et penser ça aussi dans toutes les dans une sorte de beaucoup de conversations qu'on a, surtout au sein souvent de la gauche anglophone, de la gauche britannique, de parler de comment l'histoire depuis 2016, en Angleterre on peut même parler depuis 2014 avec le référendum écossais, mais surtout depuis 2016 avec le référendum sur le Brexit et encore une fois l'élection de Trump aux États-Unis, qu'on parle toujours de cette idée, de cette impression que l'histoire s'accélère, que quoi qu'on fasse, il y a toujours des nouveaux développements, des nouveaux développements très nocifs, des nouveaux développements très négatifs qui n'arrêtent pas de venir. Et du coup, cette série essaie de recréer cette impression aussi dans l'avenir. Et avec une sorte de montage, comme je disais avant, très violent, avec un style
très violent, dans lequel on voit vraiment que dans chaque épisode, les, bah, les développements en fait deviennent de plus en plus de plus en plus justes et violents et incompréhensibles pour les gens. Ce que ça rend aussi, c'est une sorte d'ambiance dans laquelle les personnages de la série en fait s'habituent à l'idée de ne pas savoir ce qui se passe. Et encore une fois, c'est leur propre vie sont tout à fait influencés par le fait de ne pas savoir ce qui se passe au niveau de l'histoire. Donc chaque épisode se termine très souvent par encore un événement historique qui dépasse la possibilité des gens à faire des projets, à planifier leur vie. Si la première épisode qui introduit les personnages se termine avec ce dont j'ai parlé juste avant, cette attaque américaine sur une île chinoise qui crée une sorte d'angoisse par rapport à une possible guerre. Le deuxième épisode se termine avec un crash boursier. Après, dans chaque épisode, on a une sorte de nouveau, de développement nouveau jusqu'à la fin de la quatrième épisode, dans laquelle Viv Rook, cette leader populiste, est élue élu première ministre en Grande-Bretagne. Cette ambiance aussi dans laquelle Viv Rook est élu première ministre en Grande-Bretagne est aussi soulignée par ces développements mondiaux partout. Alors soit c'est Trump, soit c'est Poutine, soit on parle aussi de l'Europe qui, par exemple la France, dans le deuxième épisode, il y a la France qui devient un pays quasi fasciste, et l'Espagne qui a une révolution socialiste ou révolution ultra-socialiste. Donc du coup, toutes les épisodes, on aura des développements politiques. Mais ce ne sont pas que les développements politiques qui donnent cette idée d'accélération de l'histoire, ce sont aussi par exemple le développement technologique. Donc tous les épisodes, on voit de nouvelles technologies qui influencent la vie des gens. Alors soit c'est le fait de ne plus avoir de lait, soit c'est le fait de ne plus avoir de viande, mais aussi le fait d'utiliser des téléphones portables de manière tout à fait différente. Alors dans la première épisode, on voit par exemple que pour partager l'adresse, tout ce qu'on doit faire avec les téléphones portables de l'année 2024, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre deux téléphones portables l'un côté de l'autre, et du coup, comme ça, on partage l'information. Après, on voit aussi des développements technologiques très positifs, comme par exemple dans la médecine, mais on voit aussi que un des personnages, ça c'est la fille, ça c'est Bethany, la fille de Steven, le banquier. Elle veut être un transhumain. Elle ne veut plus être un être humain. Elle veut devenir de l'information de l'information informatique. Donc même ces idées de nouveaux concepts qui sortent de ce développement technologique deviennent une partie de la série, dans laquelle les personnages vivent avec ce développement très 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 rapide de la technologie, et aussi avec l'inhabilité et l'incapacité de savoir ce qui se passe tous les ans. Donc ça aussi, c'est une façon de parler de l'accélération de l'histoire, d'une accélération des événements de taille, mais aussi du développement technologique juste autour de tous les personnages.
Oui, alors je trouve que c'est une série qui a vraiment une résonance à l'heure actuelle, hein, en ces temps de confinement et d'épidémie de Covid-19, où on ressent dans la série ce danger des épidémies, la fin de l'utilisation des antibiotiques qui ne sont plus efficaces. C'est des choses-là que l'on ressent. Donc il y a une vraie résonance avec la société actuelle. Vous l'avez dit aussi au niveau politique, hein. Je pense par exemple en Espagne, les renvois à Podemos sont clairs. En France aussi, avec la montée d'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, on a ces choses-là qui reviennent. Alors je voulais vous poser une question maintenant, toujours en historien, parce que cette série nous l'a posé, cette idée que de savoir comment est-ce qu'on fait l'histoire, c'est-à-dire est-ce que on l'a fait en faisant une histoire par le bas, en s'intéressant au peuple, au cas individuel, ou alors est-ce que on se sert uniquement des grands événements politiques? Alors ça, pour un historien, c'est toujours une question très difficile. C'est pas une question aussi difficile qu'on voulait dire, mais c'est plutôt une question de source et une question de spécialité. Ici, cette série, en fait, essaie de raconter une histoire en faisant l'histoire. Donc, d'un côté, on a les besoins ou aussi les défis d'une série, d'une production qui essaie de raconter une histoire intéressante et du coup doit avoir aussi des personnages intéressants, mais de l'autre côté doit trouver des moyens d'engager les spectateurs émotionnellement. Donc est-ce que parler de juste le développement de la politique dans les 40 ans, dans les 30 ans à venir, est-ce que ça peut vraiment engager les spectateurs sur un niveau émotionnel? Probablement pas. Mais le moment qu'on prend cette histoire de cette famille tout à fait qui est censée être représentative, avec aussi des personnages qui représentent des tranches différentes de la population, est-ce que ça rend quand même ça crée une histoire tout à fait captivante et qui a quand même une sorte de lien émotionnel au spectateur. Donc du coup, il y a pour quelqu'un qui essaie de raconter une histoire, c'est clair que la façon de faire parler une histoire, c'est par les personnages et c'est par l'histoire par le bas. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait ces idées de concepts historiques aussi dans lesquels des concepts de responsabilité pour l'histoire. Alors, est-ce que l'histoire est quelque chose qui se fait par les politiciens? En fait, dans cette série, on voit très très peu de ça. Même si on suit la montée de cette Vivienne Rock, de cette nouvelle politicienne populiste, en fait, les restes des partis politiques, on les voit quasiment pas. Donc jusqu'à la 4e épisode dans lequel Vivienne Rock est élue première ministre, elle est toujours un personnage tout à fait marginal dans la politique britannique de Years and Years, mais quand même, on ne voit pas vraiment les grands politiciens de Labour, du Parti conservateur, et on voit juste l'histoire de cette femme qui arrive à captiver les électeurs britanniques par sa façon directe de parler, par sa volonté de ne pas obéir les règles du politiquement correct, etc. Mais on ne voit pas vraiment les grands politiciens. Donc du coup, cette série après nous renvoie à la responsabilité individuelle des personnages, que ce soit la famille Lyons ou que ce soit les autres gens autour de Vivienne Rook, pour essayer d'expliquer aussi la montée de ce populisme qui essaie aussi de parler de la responsabilité des individus pour cette accélération de l'histoire. Et peut-être aussi la chose
la plus importante dans cette idée de responsabilité individuelle, c'est en fait la fin de la série. Alors je ne vais pas vraiment décrire la fin, mais en fait, je ne vais pas vraiment décrire les événements de la fin pour que les gens puissent quand même regarder la série et ne pas avoir tous les détails. Mais quand même, la série se termine après un discours de la grand-mère. Alors après que pendant quelques années, le monde dans lequel ces personnages vivent se change et devient de plus en plus insupportable. La grand-mère parle avec ses quatre... en ce moment-là, c'est déjà 3 petits-fils, et leur dit qu'en fait, c'est leur responsabilité de changer le monde. C'est la raison pour laquelle ce monde est devenu tellement invivable, c'est leur passivité pendant les décennies. Et la seule façon de vraiment changer et de vraiment créer un monde plus vivable, ce sera de prendre une responsabilité individuelle. Donc du coup, ici, on voit cette volonté de la série, ou de créateur de la série, de parler de l'histoire, pas juste comme des forces invisibles qui changent le monde des gens, mais aussi comme mais aussi comme en fait des forces qui peuvent être changées par l'activité, par la responsabilité des individus. Dans ce cas-là, cette famille qui à la fin essaie de changer l'histoire, de créer un scandale à la fin duquel Vivian Rock est en fait termine en prison. Alors justement, je voulais revenir sur cette Vivian Rock qui est jouée par Emma Thompson, parce que pour moi, quand on s'interroge sur la série, il y a une vraie question sur la place à l'heure actuelle du populisme dans le milieu politique anglo-saxon. Je pense notamment au parti pro-Brexit de Nigel Farage, et justement le Brexit est au cœur en tout cas, la narration de cette série-là, puisque quand elle commence, le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Alors oui et non. Alors je dirais que d'un côté, Brexit est très présent dans la est très présent parce qu'on peut dire que l'événement créateur, l'événement évocateur de cette série, c'est le Brexit. C'est le débat sur le Brexit, c'est censé on peut dire la fragmentation de la société britannique après ce débat sur le Brexit, après le Brexit en soi. On peut aussi dire que cette idée d'accélération de l'histoire, ça commence un peu avec le Brexit. Mais de l'autre côté, ce qui est quand même assez intéressant dans cette série, c'est que le Brexit est presque invisible. Même si la série commence en 2019, grosso modo, en fait, on parle très très peu du Brexit et aussi des résultats, ou aussi de ce qui se passe après le Brexit. C'est juste un fait accompli. La Grande-Bretagne n'est plus un membre de l'Union européenne. Ça influence le développement de la politique de la série, dans la mesure dans laquelle c'est plus simple de la Grande-Bretagne aussi pour ce personnage de Vivian Rock de parler de l'Europe comme une entité tout à fait bizarre et tout à fait dangereuse. Mais de l'autre côté, il y a très très peu de références aussi d'un côté au Brexit, mais aussi aux conséquences de Brexit. Donc peut-être un des seuls endroits où on parle vraiment du Brexit, c'est quand on parle du caractère de Daniel, un des frères Lyons, qui représente un peu l'idée d'un gauchiste soft urbain. Donc avec lui, on parle très souvent de sa position anti-Brexit depuis 2016. Mais ça, c'est en fait un des seuls endroits où on voit vraiment les conséquences de Brexit, où on parle du Brexit. Et donc, par rapport à la place du populisme dans la société aujourd'hui anglo-saxonne, quelle image cette série veut renvoyer en fait ? Ça, je trouve aussi relativement
problématique, à vrai dire, parce que si on regarde le débat sur, un des débats politiques, pas seulement dans le monde anglo-saxon, pas seulement dans le monde anglophone, mais un peu partout aussi avec la montée pas que du Brexit et de Trump, mais aussi des populistes un peu partout en Europe, alors que ça soit les succès, quelques-uns des succès du Front National en France, que ça soit l'AfD en Allemagne ou des autres partis partout en Europe, alors soit Fidesz en Hongrie ou d'autres. Une des plus grandes thématiques, c'était vraiment la montée d'un nouveau populisme. Oui, donc du coup, le populisme, à part la politique populiste, le populisme est aussi, ce populisme de droite, surtout en Europe et aussi aux États-Unis, est aussi caractérisé par des personnages très extrovertis, par des personnages qui sont devenus presque l'emblème de ce populisme. Donc, quand on parle du danger du populisme dans beaucoup de médias, on parle aussi du rôle central, soit de Trump. Alors, on parle très souvent de Trump comme si c'était un clown. On parle de Marine Le Pen, pas comme d'un parti qui ne respecte, qui n'a pas de respect aux valeurs d'une démocratie plurielle. On parle très très souvent de ce personnage. Et du coup, Vivian Rock représente un peu ce personnage plutôt que vraiment la politique. Et c'est ça que je trouve vraiment très problématique avec cette série, parce que la politique de Vivian Rock, dès le départ, n'est pas très claire. Donc d'un côté, ça joue un peu le rôle de parler d'une sorte de montée de populisme comme une notion politique qui n'a en fait pas de substance. Très souvent, le moment qu'on montre Vivian Rock, il dit, c'est pas vraiment clair ce qu'il dit. Il utilise beaucoup de mots, de grands mots, des phrases pas tout à fait claires, et c'est aussi la critique qu'elle reçoit très souvent, surtout la troisième et la cinquième épisode, on lui dit très souvent, mais vous dites rien en fait, ce que vous dites, ça n'a aucune substance. Ça, c'est d'un côté, donc du coup, ça devrait souligner le fait que la politique, que la politique populiste, en fait, n'est pas très bien pensée, que ce sont juste des choses qui plaisent aux électeurs. Mais de l'autre côté, on ne montre jamais vraiment ce qui est la politique qui attire les gens. Vivian Rock, si on voit ce qu'elle fait, alors la première fois qu'on la voit, c'est dans le premier épisode, et c'est le moment qu'elle est une femme, c'est juste une femme assez riche qui va à la télé et qui parle dans une émission où elle reçoit une question sur Israël-Palestine, et tout ce qu'elle dit c'est sorry, I don't give a fuck. Alors, je m'en fous. Et c'est le moment où on montre que la création d'un personnage par le I don't give a fuck, c'est cette phrase qu'on n'a pas le droit de dire à la télé, c'est la phrase que tout le monde utilise. Et du coup, la seule caractéristique de cette Vivian Rook, de cette politicienne, c'est d'utiliser des gros mots que la plupart de la population utilise, mais qu'on n'a pas le droit d'utiliser à la télé, et du coup représente aussi ce personnage qui ne veut pas être politiquement correct. Ceci a un lien assez clair avec, par exemple, avec le personnage de Nigel Farage, qui aussi voulait être le personnage qui luttait contre ce qu'il appelle le politiquement correct. Ça, c'est
une des facettes de ce style populiste qui existe. Mais le problème, c'est encore une fois que Vivian Rook n'a que ça. C'est vraiment après, quand il arrive au pouvoir et quand sa politique vers les réfugiés devient aussi inhumain, et c'est là qu'elle crée des camps de concentration. Mais en fait, ce qu'on voit dès le départ, c'est qu'elle n'a même pas de politique, de thème politique porteur populiste, à part le fait de vouloir lutter contre le politiquement correct. Et ça, c'est en fait ça c'est un peu problématique le moment qu'on voit que même avec la montée du populisme, la montée du populisme de droite, il y a toujours quelques sujets politiques, que ce soit l'immigration, que ce soit une sorte d'euphémisation d'immigration pour essayer de faire une politique raciste plus soi-disant entre guillemets acceptable. Il y a toujours en fait tous les partis populistes, tous les personnages populistes ont quand même une politique beaucoup plus claire que cette Vivian Rook. Alors justement, vous évoquiez un autre sujet intéressant dans la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, c'est l'immigration, c'est la place de la société métissée que l'on peut voir apparaître dans la série. Oui, et ça c'est aussi une question très intéressante, et en fait c'est une question très intéressante aussi par rapport à ce qu'on veut montrer de la Grande-Bretagne, parce qu'en fait avec cette série qui développe une sorte de vision de l'avenir, du futur proche, on montre aussi une vision de la société britannique qui est d'un côté née de beaucoup d'angoisse, mais qui d'autre côté a quand même des caractères assez bizarres. Et si on revient à ces questions de race, et surtout si on revient au début à ce personnage de Vivian Rook, de ce personnage soi-disant populiste, soi-disant de la droite populiste, en fait, ce dont elle parle jamais, ce sont les questions qu'on appellerait en Grande-Bretagne les questions raciales. Alors, c'est pas les questions de l'immigration, parce qu'elle parle quand même beaucoup de réfugiés à un certain moment, mais les questions raciales, les questions de je voulais pas vraiment utiliser le mot intégration, mais les questions de métissage, les questions de comment est-ce que la société multiraciale, multiculturelle, en fait, trouve une sorte d'apaisement. Et elle n'en parle pas. Alors si on compare vraiment le contexte d'une politicienne soi-disant de la droite populiste qui aujourd'hui est souvent où souvent la politique est définie par ces questions de discrimination, de racisme, ou parfois de l'euphémisation du racisme. Alors ce qui se passe avec Vivian Rook, c'est qu'en fait on présente une politicienne avec des campagnes en pleine campagne électorale, en pleine campagne publique, où on voit des groupes de groupes d'une Grande-Bretagne tout à fait multiracial, multiethnique, sur les côtés de Vivian Rook. Vivian Rook ne parle jamais des questions, en fait, des questions de la fragmentation de la société britannique. Et on parle pas du tout. Quand on parle de sujets raciaux, en fait, il n'y a pas du tout de référence de la part de Vivian Rook de ces problèmes raciaux. Mais c'est pas que de la part de Vivian Rook dont on ne parle pas. D'une certaine manière, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que en fait cette série présente une sorte de ce qu'on peut appeler un paradis post-racial en Grande-Bretagne.
Alors d'un côté, c'est clairement c'est créé par le sort de métissage des personnages, et juste au-delà de la politique de droite, la politique soi-disant populiste de Vivian Rock. Ce qui est aussi intéressant, c'est que au niveau de la société, la Grande-Bretagne, et c'est pas vraiment la Grande-Bretagne d'un avenir lointain, parce que ça commence déjà aujourd'hui, en 2019, c'est une Grande-Bretagne qui est montrée, qui est représentée comme un paradis post-racial, on peut dire un paradis métissé. C'est fait d'un côté par les personnages. Alors, par exemple, il y a un des frères, Lyon Stephen, qui est le banquier qui vit à Londres, marié avec Celeste, une comptable noire très chic, avec deux enfants, Bethany et Ruby, qui sont toutes les deux métissées, clairement. Après, il y a aussi encore une histoire d'amour entre Edith, une des sœurs Lyons, avec Fran, un autre personnage activiste noir, mais aussi cet activisme social de Fran. Même si elle vient toujours d'un contexte très africain, elle raconte des contes de fées africaines, etc. Ce n'est jamais en fait le sort d'activisme antiraciste. On ne voit pas le besoin d'avoir de l'activisme antiraciste, car c'est une société qui est métissée complètement, où on n'évoque jamais les problèmes de racisme, on n'évoque jamais les problèmes pas que les problèmes, mais on n'évoque jamais ce qui est spécial avec cette société métissée, avec les héritages, les héritages pas que du colonialisme, mais aussi les héritages du racisme quotidien. Ça, on ne voit pas. Il y a dans toute la série, qui est quand même une série qui évoque des problèmes. C'est pas une série qui nous montre une sorte de monde paradisiaque et génial. C'est une série qui parle de problèmes et des angoisses britanniques. Il y a peut-être deux petites références au racisme quotidien. L'une, c'est la première épisode dans laquelle la grand-mère, qui est aussi représentée comme le personnage le plus personnage qui connaît des choses, qui est le personnage avec le personnage sage, qu'elle parle un peu du fait que un des enfants, un enfant de Rosie, une des sœurs qui vient d'être née, qui est née d'un père chinois, est le Chinaman de la famille, et du coup, s'il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis, cette famille-là n'aura rien à craindre des Chinois. Ça, c'est une sorte de référence au racisme quotidien. Aussi, tout au long de la série, le fait que la grand-mère et Celeste, cette femme londonienne, ont quand même une relation assez difficile. On pourrait dire que peut-être c'est quelque chose à voir avec le fait qu'il y a un peu de racisme dedans, mais ce n'est jamais évoqué. C'est plutôt le fait qu'on sait que la grand-mère n'aime pas Londres et n'aime pas les Londoniens, et Céleste représente les Londoniens. Mais au niveau de racisme, on n'en a pas du tout. Et c'est quand même assez intéressant. Et aussi en même temps, les questions de sexualité s'évoquent de la même manière. Alors, les questions de sexualité sont aussi présentes, ou les minorités sexuelles sont aussi présentes dans la série qu'aussi les caractères ou les personnages racialisés, ou les personnages non blancs, mais aussi dans une sorte de encore une fois, un paradis racial dans un pays dans lequel, jusqu'en 2003, il y avait quand même ce qu'on appelait le Section 28, aussi une loi qui ne laissait pas
présentation ou la présentation officielle de minorités sexuelles, le moment, 2019 est déjà présenté comme un paradis dans lequel les minorités sexuelles, en fait, sont complètement, pas que intégrées dans la société, mais en fait, n'ont absolument pas ne doivent pas craindre les discriminations, mais en plus, qui n'ont pas de caractère spécifique. Alors, par exemple, le caractère qui représente cette minorité, en fait, il y a trois caractères qui représentent ces minorités sexuelles. Et un des personnages principaux, alors Daniel, il est homosexuel, et dès le départ, il est dans une relation très stable avec un homme qu'il épouse, Ralph, qu'il quitte pour Victor, qui est réfugié ukrainien. Mais dès le départ, le moment qu'on regarde la relation entre Daniel et Ralph, ça aurait pu être aussi une relation complètement hétérosexuelle. Le moment que Daniel fête son anniversaire, il n'a pas du tout d'amis homosexuels. L'idée d'avoir une relation homosexuelle là-dedans, en fait, rentre dans la série comme une sorte de représentation d'un personnage homosexuel sans avoir vraiment les spécificités d'une vie de communauté homosexuelle. On ne voit jamais cette communauté. C'est pareil aussi avec l'acceptance de Lincoln. Ça c'est le bébé à moitié chinois qui est né dans le premier épisode et qui grandit au fur et à mesure dans la série, et qui à partir de la 4e épisode commence à développer une identité transsexuelle, ou une identité dans laquelle il s'identifie beaucoup plus avec son côté féminin. Et aussi l'acceptation de cette identité sans poser de questions fait aussi partie de ce paradis de minorités sexuelles, et aussi la facilité pour Edith, encore une des sœurs, de commencer une histoire d'amour lesbienne où on ne sait pas si elle est lesbienne, si elle s'identifie en tant que lesbienne ou pas, mais juste le fait que toutes ces minorités sexuelles sont présentées dans un monde qui est tellement fluide, dans lequel on ne pose jamais des questions sur leur choix, et d'un côté, clairement, c'est une très belle chose, mais de l'autre côté, dans une série qui parle d'angoisse plutôt qui parle vraiment qui parle trop d'espoir, c'est quand même intéressant de voir que ces deux questions, la question de la race et la question de la sexualité, en fait, sont montrées d'une manière qui ne représente pas vraiment beaucoup d'expériences de ces minorités, soit de minorités racisées, soit de minorités sexualisées, minorités sexuelles, de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Donc c'est quand même un choix intéressant. Oui, justement, hein, pour conclure, on pourrait voir un petit peu pourquoi est-ce que les scénaristes ont fait ce choix ce choix par rapport à l'opposition entre l'angoisse de la société et l'apaisement côté des minorités. Ça pose une vraie question sur la construction de la société anglo-saxonne dans les années à venir. Ok, c'est une bonne question en fait. C'est une bonne question, et je crois que c'est aussi intéressant parce que quelques-unes des questions très porteuses de cette série, c'est en fait, ce sont des questions qui portent sur la relation entre la Grande-Bretagne et le monde, mais aussi la société britannique en soi. Et aussi, ce dont on a déjà parlé, c'est aussi les relations entre l'individu et l'État, etc. Mais dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est quand même une société qui devient de plus en plus isolée. Alors, de plus en plus isolée d'un côté parce que le reste du monde est en train de se casser la gueule, que ce soit l'Amérique du Trump, que ce soit la France qui dans le deuxième épisode devient un pays quasi fasciste, que ce soit la Chine, que ce soit tous les autres pays. Donc du coup, cette idée qui est très présente dans l'histoire britannique d'être une île,
d'être une petite île qui reste un peu seule face au monde. Donc ça, c'est une chose qu'on peut voir là-dedans. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est en fait que c'est... même avant de continuer sur ça, mais aussi les menaces qui arrivent, la grande thématique de Vivian Rock, ce sont surtout les réfugiés. Donc même dans une sorte même dans la série qui essaie de parler, de trouver un moyen de demander une plus grande inclusion des réfugiés, la grande menace de la société, c'est en fait, c'est d'un côté, ce sont les réfugiés. Donc ça, c'est encore un élément qui montre cet élément de Little England, la petite Angleterre, cette île tout à fait isolée. Mais de l'autre côté, ce qui est aussi intéressant, c'est que on montre aussi que cette société anglaise, cette société britannique, alors je vais dire anglaise parce que tout ce qui se passe dans cette série, ça se joue en Angleterre. Ce sont aussi des questions qui très souvent sont aussi discutées comme des questions anglaises. Ce qui est aussi, alors encore entre guillemets, ce qui est aussi intéressant, c'est que on ne parle pas trop de la survie de la Grande-Bretagne, une question qui depuis le Brexit est devenue quand même une question très clé. Mais dans la société anglaise, qu'on montre, c'est une société qui, en fait, a les possibilités, les outils d'être une société apaisée, être une société inclusive, le moment que ces sociétés arrivent à lutter contre les éléments perturbateurs, comme par exemple le populisme de Vivian Rock, et le moment que les individus arrivent à prendre leurs responsabilités dans la société. Mais ça veut dire aussi que c'est une société qui est dès le départ une société inclusive, qui inclut les minorités, qui a aussi la possibilité de créer cette société tout à fait, je dirais pas paradisiaque, parce que le paradis d'une personne, c'est pas le paradis d'un autre, mais c'est une société qui est apaisée, c'est une société qui, en fait, a la possibilité de créer une sorte d'harmonie. Itaï Lotem, merci pour cette présentation très complexe et j'allais dire de cette série qui fait se poser de vraies questions sur la société britannique à l'heure actuelle. Donc nous étions dans l'épisode numéro 12 de Histoire en série. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.